9h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. Le nombre de victimes augmente de jour en jour à Gaza. Plusieurs frappes aériennes ont ciblé l'enclave palestinienne ce lundi, faisant 35 victimes à Khan Younes. Au moins 249 civils ont été tués au cours des dernières 24 heures. L'Organisation mondiale de la santé et les Nations unies décrivent un véritable chaos au sein des hôpitaux de Gaza et appellent à plus de protection des civils palestiniens. Assassinat du journaliste Hamza Wael Dahdouh. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune présente ses condoléances au père du défunt, le journaliste d'Al Jazeera Wael Dahdouh. La candidature du Maroc à la tête du Conseil des droits de l'homme de plus en plus contestée, le statut d'occupant illégal du Makhzen au Sahara occidental et son refus de ratifier la charte africaine des droits de l'homme et des peuples font du pays le moins qualifié des candidats. Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez. Et comme tous les soirs, on entame cette édition avec un retour sur l'actualité en Palestine. Cela fait bientôt 100 jours que le peuple palestinien subit les nombreuses agressions de l'occupant sioniste. Khan Younes a une fois de plus été ciblé par les frappes de l'occupant, des bombardements qui ont fait 35 victimes. La ville de Deir el-Balah a elle aussi été prise pour cibler. Des dizaines de civils ont été tués, en majorité des femmes et des enfants, ce qui porte le nombre de victimes depuis le 7 octobre dernier à Gaza à 22 835 martyrs et plus de 58 316 blessés. Rien n'arrête l'occupant sioniste. La police a tué une jeune fille palestinienne alors qu'elle se trouvait à bord de son véhicule. La voiture a été prise pour cible par un missile. Et au moins 249 Palestiniens sont tombés en martyrs au cours des dernières 24 heures, rapportent des sources locales et médicales. Les forces aériennes sionistes ont mené de violentes frappes sur le camp d'El-Marazi et la ville d'El Zaouïda, visant des maisons à l'est de Khan Younes, au sud de la bande de Gaza et dans la ville de Deir el-Balah. Suite à l'intensification des bombardements sur le centre de Gaza, de nombreux médecins et patients ont dû quitter l'hôpital Al-Aqsa, le seul encore opérationnel dans cette zone, au moment où des centaines de blessés arrivent encore au quotidien après les bombardements. Let me show you here. The doctors have left everything here behind. Laissez-moi vous montrer. Ici, les médecins ont tout laissé derrière eux. Et beaucoup d'entre eux sont partis parce que, comme ils l'ont dit, les médecins ne veulent pas commettre l'erreur de l'hôpital Al-Shifa. Ici, nous avons cette unité d'urgence où il y a quelques lits. Laissez-nous également vous montrer qu'ici, nous avons des blessés lors d'une dernière attaque israélienne à Deir el-Balah. Ici, nous avons un enfant et ceux qui s'occupent maintenant de lui, ce sont des bénévoles, des infirmières bénévoles de certaines universités de Gaza. C'est donc juste pour vous montrer quelle est la situation à l'intérieur de l'hôpital Shuhada al-Aqsa. Maintenant, de nombreuses personnes qui se trouvaient à l'intérieur ont été évacuées, craignant pour leur sécurité. Mais pourtant, jusqu'à présent, l'hôpital héberge des centaines de personnes qui sont blessées, qui sont des patients et elles ont besoin de soins médicaux. Until now, the hospital is housing hundreds of people who are injured, who are patients, and they need medical treatment. Et nous disions en titre, l'Organisation mondiale de la santé et les Nations unies décrivent le chaos dans les hôpitaux et appellent à plus de protection. Les détails, Mohamed Wali Ben Chaban.
Les multiples agressions sionistes sur des civils palestiniens ont plongé les hôpitaux de la bande de Gaza dans le chaos, suscitant des préoccupations majeures de l'Organisation mondiale de la santé et des Nations unies. Ces instances universelles ont lancé un appel pressant à une action immédiate pour protéger les établissements de santé et le personnel médical. Il y a des patients qui arrivent toutes les minutes. C'est vraiment une scène chaotique. Le directeur de l'hôpital vient de nous parler et il a déclaré que sa seule demande était que cet hôpital soit protégé, même si une grande partie de son personnel est partie. Même si cet hôpital est soumis à une pression énorme, la seule demande formulée par le directeur de l'hôpital est que la communauté internationale doit s'assurer que cet hôpital et d'autres hôpitaux similaires restent protégés, qu'ils ne soient pas frappés, qu'ils ne soient pas évacués. C'est le message crucial d'aujourd'hui. Les images montrent des hôpitaux surchargés et d'autres bombardés, mettant en évidence la gravité de la situation. Nous sommes ici pour livrer des fournitures, mais aussi pour prendre des dispositions, pour qu'une équipe médicale d'urgence apporte son soutien, si possible, dans la semaine prochaine, afin d'ajouter des ressources humaines supplémentaires à cet hôpital, qui, encore une fois, est à genoux, comme tant d'autres hôpitaux à Gaza. Les émissaires de l'OMS ont exprimé leur profonde inquiétude face à la détérioration rapide de la situation humanitaire dans la bande de Gaza. La population, en particulier des femmes et des enfants, sont confrontés à des risques accrus. Au moins 10 enfants perdent leurs jambes chaque jour dans la bande de Gaza selon l'ONG Save the Children. Selon les derniers chiffres, 1000 enfants ont été amputés d'une ou de deux jambes depuis le 7 octobre dernier. Des chiffres documentés par l'Agence des Nations Unies pour l'enfance qui affirme dans le même contexte que la plupart des chirurgies pratiquées sur les enfants à Gaza ont été réalisées sans anesthésie, faute d'équipement médical. Par ailleurs, l'Office de secours des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine a déclaré que ces abris dans la bande de Gaza étaient surpeuplés et ne pouvaient plus accueillir davantage de déplacés, dont le nombre s'élève désormais à 1,9 million de personnes. C'est ce qui ressort d'un entretien réalisé par la chaîne américaine ABC News avec Juliette Touma, directrice des médias et de la communication de l'agence onusienne. Et près de la frontière avec l'Égypte, les Palestiniens ne veulent pas quitter le pays. Quelques familles s'abritent donc sous des tentes. Le point de la situation avec Iman Merad. L'escalade des attaques sionistes contre le peuple palestinien ont contraint les Gazaouis à se déplacer vers le sud de l'enclave palestinienne, quittant leur maison pour se réfugier dans des tentes installées à même le sol, à 500 mètres de la frontière égyptienne. Nous sommes venus ici, près de la frontière avec l'Égypte, sans attendre que les Égyptiens nous ouvrent la frontière. Nous ne voulons pas aller en Égypte, nous restons ici. Nous cherchons un endroit sûr. Nous voulons être en sécurité avec nos enfants ici. Ils nous ont dit que la frontière avec l'Égypte était sûre, c'est pourquoi nous sommes venus ici. Fuyant les bombardements sionistes quotidiens, à la recherche de sécurité, les Gazaouis ballottés de refuge en refuge sans domicile fixe restent attachés à leurs racines, même si cela devait leur coûter la vie. Nous n'irons nulle part. Maintenant, ils disent que cet endroit est dangereux et que les Israéliens entreront à tout moment. Mais nous n'avons pas peur. Nous sommes comme les autres personnes qui vivent sous des tentes et nous vivons ici. On a assez d'errer d'un endroit à un autre. On nous a déjà déplacés de Dir el-Balah, puis d'Al-Nasr et enfin de Beit Lahia. Ils ont frappé nos maisons et nos terres. Il n'y a plus rien à Gaza sur quoi pleurer. Où devons-nous aller? Nous n'allons nulle part. Même si nous mourons, nous ne quitterons pas Gaza. 3 mois se sont écoulés, l'armée d'occupation sioniste redouble de sauvagerie pour exterminer le peuple palestinien, mettant Gaza à feu et à sang, une véritable épuration ethnique sous un silence assourdissant des instances internationales.
Le président palestinien Mahmoud Abbas est au Caire où il a été reçu ce lundi par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Les deux dirigeants ont passé en revue les derniers développements en Palestine, en particulier dans la bande de Gaza. Mahmoud Abbas a souligné la nécessité de travailler avec toutes les parties pour garantir la fin de l'agression sioniste contre le peuple palestinien et rejetant catégoriquement le déplacement des Palestiniens de la bande de Gaza, de la Cisjordanie et d'Al-Quds. L'entité sioniste devra répondre de ses crimes devant la Cour internationale de justice de La Haye. L'entité sioniste, qui on le rappelle, est accusée par l'Afrique du Sud de commettre un génocide à Gaza et des crimes contre l'humanité. Une comparution sur laquelle revient justement le Premier ministre palestinien Mohamed Shtaya lors d'une réunion avec son gouvernement à Ramallah. On l'écoute. ستقف إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية متهمة. Israël se présentera devant la Cour internationale de justice, accusé d'avoir commis des massacres en vue d'un génocide contre notre peuple à Gaza. Les tueries israéliennes continuent contre notre propre peuple dans la bande, intensifiant leur barbarie quotidienne en Cisjordanie occupée aussi. Toutes les déclarations des responsables sionistes appellent au crime. Leur armée, leurs colons sont complices des atrocités, des destructions et d'avoir chassé les populations de chez eux. La Cour internationale de justice se penchera jeudi sur le génocide commis au vu et au su du monde entier et au vu et au su des 15 juges de la Cour qui, nous l'espérons, trancheront en faveur de la justice et non en faveur des lobbies et pressions politiques. Et au nom de tout le Conseil des ministres, je souhaite beaucoup de chance aux juges et que la Cour parviendra à l'arrêt de la guerre immédiat et que Israël soit esté devant toutes les cours de justice internationale pour ses crimes. وتستمر إجراءات محاكمة إسرائيل في جميع المحاكم الدولية. Selon Mohamed Shtaya, l'entité sioniste ne pourra continuer à tromper le monde en se faisant passer pour la victime. Elle doit endosser l'entière responsabilité de ses actes. إسرائيل أرادت على مدار التاريخ أن تبدو أنها الضحية. اليوم مثل كل يوم. Israël, à travers l'histoire, a bien tenu son rôle de victime. Aujourd'hui et depuis 1948, Israël a toujours été un État criminel. Nos jours se ressemblent depuis 1948. Nous vivons dans la douleur. Nos enfants sont assassinés, tout comme nos femmes et les personnes âgées avec préméditation. Si ce qui se passe dans la bande à Gaza n'est pas un crime de génocide, alors qu'est-ce qu'un génocide? 22 000 morts, 60 000 blessés et plus d'1 million de réfugiés en 3 mois seulement. Couper l'alimentation en eau potable, l'électricité, interdire l'accès des médicaments dans le but de tuer, n'est-ce pas un génocide? Déplacer toute une population et l'épuration ethnique, n'est-ce pas un génocide? Israël ne pourra continuer à tremper le monde dans son costume de victime. Le monde baigne dans les réseaux sociaux, voit, entend et comprend qu'Israël est criminel et qu'elle doit endosser l'entière responsabilité. Au premier jour de sa visite au Proche-Orient, la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a demandé à l'entité sioniste de mieux protéger la population civile à Gaza. Les Palestiniens ne doivent pas être chassés de Gaza, a-t-elle déclaré, le tout en assurant tout de même la solidarité totale de l'Allemagne au gouvernement de Netanyahou. Nous appelons le gouvernement israélien à ne pas détourner le regard lorsque les colons radicaux menacent le peuple palestinien, mais à assumer son obligation de protéger les Palestiniens vivant ici, sur leur propre territoire. Et nous sommes ici parce que nous voulons souligner la nécessité de la solution à 2 États, c'est-à-dire que les gens puissent vivre librement, en sécurité et dans la dignité à Gaza, mais également sur les terres de l'ouest de la Jordanie. Il y va de l'avenir des Israéliens et des Palestiniens. Et toujours dans le dossier palestinien, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a tenu à présenter ses condoléances aux journalistes palestiniens de la chaîne Al Jazeera, Wael al-Dahdouh, et à sa famille suite au lâche assassinat dimanche de son fils Hamza Wael al-Dahdouh par l'occupant sioniste. Les journalistes sont délibérément ciblés en violation flagrante du droit international humanitaire et du droit à la protection qu'il leur garantit. Le président Tebboune a par ailleurs ajouté dans sa lettre de condoléances que leur mémoire éternelle continuera de hanter l'occupation sioniste
comme le témoin du bâillonnement des voix de la liberté et de l'occultation de la réalité des crimes sionistes dans les territoires palestiniens occupés. Et ouais, El Dahdoh qui répond à la télévision algérienne au message du président Tebboune. Regardez. Au peuple algérien et au président Abdelmadjid Tebboune, je vous remercie pour ce geste très noble et ce soutien et solidarité indéfectible. Depuis notre enfance, on a toujours été élevé et grandi avec la conviction que la Palestine et l'Algérie forment un seul peuple et non deux nations, mais aussi une seule cause. Prions Dieu de vous voir très bientôt dans de meilleures conditions. Je souhaiterais qu'elle sera à El-Quds libérée. Que Dieu vous protège et vous rend vos bienfaits et que la paix et le salut d'Allah soient sur vous. Et toujours dans le même sillage, Abdelmadjid Tebboune a enjoint au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidé hier dimanche, d'examiner la situation des étudiants palestiniens en Algérie pour leur prise en charge immédiate après interruption des contacts entre ces étudiants et leurs proches dans les territoires palestiniens occupés. Les rues du monde entier continuent à apporter leur soutien au peuple palestinien en cette difficile conjoncture. Aux États-Unis, ils étaient des centaines à bloquer la circulation sur le pont de Brooklyn ce lundi, accusant l'administration Biden de soutenir le génocide perpétré par l'entité sioniste à Gaza. Voilà donc concernant l'actualité en Palestine. Dans le reste de l'actualité, le président du Conseil de la Nation, Salah Boudjil, a signé au siège de l'ambassade d'Iran à Alger, au nom du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le registre de condoléances suite à l'attentat terroriste perpétré dans la province de Kerman, dans le sud de l'Iran, et un attentat qui a fait plusieurs morts parmi les civils sans défense. De son côté, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a reçu ce lundi Gilles Michaud, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé de la sûreté et de la sécurité. La réunion a été l'occasion d'évoquer donc les moyens de renforcer la coopération entre l'Algérie et les Nations Unies dans les domaines liés à la sûreté et la sécurité. Les deux parties ont également examiné de nombreuses questions internationales et régionales, notamment la situation au Moyen-Orient et dans la région du Sahel. L'Observatoire arabe des droits de l'homme a dénoncé le communiqué américain sur l'état de la liberté de culte en Algérie et les informations fallacieuses et erronées qu'il contient et qui n'ont aucun rapport avec la réalité, estimant que l'ingérence américaine dans les questions qui ont trait à la liberté de culte est totalement inacceptable, étant des questions internes liées aux particularités sociétales et culturelles. L'Observatoire a ajouté dans son communiqué que l'Algérie est un exemple à suivre en matière de renforcement de la liberté de croyance et de culte au regard de son système juridique qui protège les croyances. Et puis la candidature du Maroc pour présider le Conseil des droits de l'homme est de plus en plus contestée. Le représentant du Front Polisario en Suisse auprès des Nations Unies affirme que le statut d'occupant illégal du Marzan au Sahara occidental et son refus de ratifier la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples font du pays le moins qualifié des candidats. Sofiane Barouti.
La candidature du Royaume du Maroc à la présidence du Conseil onusien des droits humains au nom du continent africain continue de provoquer de larges réactions d'opposition internationale. Une série de raisons préside à cette levée de bouclier, à commencer par le fait que le régime marocain occupe illégalement et militairement les territoires du Sahara occidental, dernière colonie d'Afrique, mais aussi son refus forcené de ratifier la Charte africaine des droits humains et des peuples. Le représentant du Front Polisario en Suisse, Oubi Bouchra el-Bachir, a exprimé dans une déclaration de presse, je cite, que le Maroc était le pays le moins apte à refléter les valeurs africaines au Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, vu le registre effarant des violations systématiques des droits humains et la répression absolue qu'il exerce au Sahara occidental. Le diplomate sahraoui a également souligné le fait que le royaume expansionniste continue de violer la charte fondatrice de l'Union africaine, notamment l'article 4 de celle-ci, stipulant l'obligation pour les États de respecter les frontières héritées des indépendances. Pour rappel, Rabat, puissance occupante du Sahara occidental, empêche depuis de longues années les missions techniques de l'ONU, comme elle refuse le respect du principe de surveillance des droits humains, relevant pourtant des prérogatives de la MINURSO. Les questions de la torture et des incarcérations arbitraires, ainsi que celles des détenus politiques et d'opinion, sont également rappelées par beaucoup d'observateurs. En plus des détenus civils sahraouis de Agdimizek, il y a les nombreuses incarcérations des militants du mouvement du RIF, avec à leur tête Nasser Zefzafi. La violation de la liberté de la presse et celle de la liberté d'expression sont également à mettre dans ce registre, illustré par les cas des journalistes emprisonnés, comme Slimane Rissouni et Omar Radi. Un autre grief relevé par des observateurs est celui de la cyberrépression contre les journalistes et les activistes via l'utilisation de software espions tels Pegasus pour des activités illégales. La corruption et les crimes économiques font également partie du lot, ainsi que l'a relevé le retentissant scandale Morocco Gate ou encore le procès à la Cour de justice européenne concernant le pillage illégal des richesses naturelles du peuple sahraoui. Enfin, il faut ajouter à ce sombre registre le terrible massacre de migrants dans la région de Nador Melilla, revêtant un caractère clairement raciste qui a choqué l'opinion publique internationale, mais surtout les peuples africains. En France, la rumeur planait ces derniers jours, eh bien, c'est chose faite. Emmanuel Macron change de Premier ministre. Elisabeth Borne a remis ce lundi sa démission au président français qui a accepté et tenu à la remercier sur le réseau social X. À retenir également que la Russie annonce avoir évacué plusieurs centaines d'habitants de Belgorod, une première en près de 2 ans de conflit pour cette grande ville et cible d'une intensification des tirs des forces de Kiev. Et par ailleurs, l'armée de l'air ukrainienne dit avoir abattu 18 missiles sur les 51 lancés par la Russie vers des infrastructures importantes ou des bâtiments industriels et militaires de plusieurs régions du pays. Législative au Bangladesh, victoire sans forcer de la première ministre Sheikh Hasina. Elle remporte ainsi son 5e mandat, son parti ayant obtenu plus de 3/4 des sièges au sein du Parlement, selon la commission électorale. Et puis au Pakistan, au moins 5 policiers chargés de la protection des vaccinateurs anti-polio ont été tués ce lundi dans l'explosion d'une bombe placée sur leur véhicule dans le nord-ouest du pays. C'est un camion de la police transportant environ 25 policiers qui a été ciblé. L'attaque n'a pas été revendiquée. Et puis l'estimation du nombre de disparus après le puissant séisme qui a secoué le centre du Japon le 1er janvier a été triplé pour dépasser le seuil des 300, un décompte encore provisoire qui fait état de 161 morts dans la région, une semaine après le tremblement de terre de magnitude 7,5 sur l'échelle de Richter qui a également fait 565 blessés. Les sports football, avant de clore cette édition, nous sommes à J-5 avant le coup d'envoi de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. À Abidjan, supporters et commerçants sont prêts à accueillir cette compétition tant attendue à laquelle participent 24 nations africaines, dont l'Algérie. Je préfère que le Mali rapporte la première CAN en Côte d'Ivoire ici.
fois-ci là, c'est différent. Ça a toujours été cette fois-ci, mais c'est comme ça. Cette fois-ci, quand même, 2024, ça est pour les Maliens. Il faut respecter la logique. La Côte d'Ivoire, ça a toujours été comme ça. Au fur et à mesure qu'ils commencent à gagner les matchs, on commence à avoir confiance. Mais en tout cas, il y a un bon état d'esprit. Et puis, ici, en fait, j'ai confiance à l'entraîneur. Toi, tu connais, toi, tu dis Sénégal et Faubry, non? Donc, c'est déjà dit, ça finit. Et même, il connaît. Les Lions. Oui, ça sera une ambiance de fou parce que la Côte d'Ivoire c'était un pays, tout le monde connaît la Côte d'Ivoire, c'était un pays de gaieté, de joie, voilà. Donc j'espère que ça sera une très bonne CAN en Côte d'Ivoire. Et puis le football perd un autre de ses plus grands joueurs, l'ancien défenseur Franz Beckenbauer, champion du monde en 1974 avec l'Allemagne, est décédé hier dimanche à l'âge de 78 ans, a annoncé sa famille. Le Kaiser, réputé pour son style élégant, a également remporté l'Euro en 1972 avec la sélection ouest-allemande et a été désigné Ballon d'Or à 2 reprises, cette année-là et en 1976. Il a réalisé l'essentiel de sa carrière en club sous les couleurs du Bayern Munich, où il a gagné 3 Ligues des champions d'Europe. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur la 24 News.